vous n'arrivez plus à ne rien faire. Et ce n'est pas de la paresse, c'est tout l'inverse. Une soirée à vous, rien à faire, personne à voir, le temps libre devant vous comme une page blanche, et une gêne qui monte, presque une culpabilité. Vous devriez en profiter pour être utile. Le lundi venu, vous serez plus fatigué qu'avant. Ce que vous prenez pour une faiblesse personnelle n'en est pas une. Votre repos, sans que vous l'ayez décidé, est devenu un travail. Et ce renversement, qui a 2500 ans, porte un nom. Pour le comprendre, il faut remonter très loin, jusqu'aux Grecs, et écouter un seul mot. Ils avaient un terme pour le loisir, skolé. Et savez-vous comment ils désignaient le travail, l'affaire, l'occupation? Par la négation de ce mot, askolia, littéralement non-loisir. Les Romains feront de même. Le négoce, negotium, c'est le nec otium, l'absence d'otium, l'absence de loisir. Pour les anciens, le loisir venait en premier. Le travail n'en était que la privation. Pour nous, c'est exactement l'inverse. Le travail est premier et le loisir n'est qu'une pause, un non-travail, un répit pour mieux repartir. Toute l'échelle des valeurs s'est retournée. Le philosophe Joseph Pieper a bâti tout un livre sur ce renversement. Nous vivons, dit-il, dans le monde du travail total, un monde où chaque chose doit se justifier par son utilité, sa fonction, son rendement. L'homme s'y réduit à un rouage, un fonctionnaire, une force de production. Et le repos lui-même n'échappe pas à la règle. Il faut qu'il serve. On se repose pour récupérer, pour être plus performant demain, pour recharger les batteries. Le repos est devenu un moyen au service du travail. Voilà pourquoi le vrai repos nous fuit. Nous en avons fait, à notre tour, un travail. Je pense à un homme, appelons-le Vincent, 44 ans, un métier qu'il fait bien, 2 enfants et un dimanche entier devant lui. Il s'est levé tôt, parce qu'on ne gâche pas un dimanche en dormant. À 7 heures, il court. L'application enregistre la distance, l'allure, la variabilité de son rythme cardiaque et lui annonce au retour que sa récupération est bonne. À 9 heures, il médite. 12 minutes, 47 jours d'affilée et une petite flamme sur l'écran le félicite de ne pas rompre la série. Il ne médite plus vraiment, il entretient une flamme. À 11 heures, il lit un livre utile, choisi parce qu'il faut bien continuer à apprendre, et l'après-midi, il ne fait rien. C'est là que tout se gâte. 20 minutes après avoir posé son livre, une gêne monte, un tiraillement, quelque chose comme un reproche. Alors il se lève et il range un placard qui n'en demandait pas tant. Le soir, il est épuisé et ne comprend pas pourquoi. Il n'a rien fait de sa journée. Rien, sauf transformer chacune de ses heures libres en une tâche à réussir. Vincent n'est pas malade. Vincent est simplement, parfaitement moderne. Vous allez peut-être m'objecter, et l'objection est solide, que tout cela n'est pas si grave. Après tout, pourquoi le repos ne servirait-il pas? Un corps qui récupère travaille mieux, un esprit qui souffle pense mieux. Si la méditation de Vincent le rend plus calme, si sa course le rend plus vif, où est le mal? Nous n'allons tout de même pas reprocher au repos d'être efficace. Le mal n'est pas dans l'efficacité, il est dans ce mot « pourquoi ». Dès l'instant où votre repos doit répondre à un pourquoi, il a cessé d'être un repos. Il est devenu un poste de travail. Et vous connaissez la suite. Ce qui doit servir doit réussir. Ce qui doit réussir doit se mesurer. Et ce qui se mesure finit toujours par se noter. Vincent ne médite plus, il tient un score. Sa flamme de 47 jours n'est pas un signe de paix intérieure. C'est un délai avant l'échec. Voilà le prix réel. Non pas que le repos utile fatigue, il repose un peu, il fait ce qu'il promet. Mais qu'en devenant utile, il referme la seule porte par laquelle passer ce que nous cherchions vraiment. Car le loisir, au sens où l'entend Pieper, n'est ni la paresse, ni la récupération. C'est une disposition de l'âme, une forme de silence intérieur, de réceptivité, la capacité de contempler le monde sans vouloir s'en saisir, ni le transformer, de le laisser être et de lui dire oui. C'est l'inverse de la prise, de la performance, de l'effort qui empoigne. Et Pieper ajoute une idée bouleversante. Les choses les plus hautes, la beauté, la joie, l'amour, l'intuition vraie, ne se produisent pas. On ne les fabrique pas à la force du poignet.
et se reçoivent, et seulement par celui qui est assez ouvert, assez disponible, assez silencieux pour les accueillir. En faisant de tout un travail, nous nous fermons précisément la porte de ce dont nous avons le plus soif. Cette idée n'est pas née avec Piper. Il la reçoit d'Aristote, et il faut ouvrir le livre 10 de l'Éthique à Nicomaque pour en mesurer la portée. Aristote y pose une question simple et redoutable. Existe-t-il une seule activité humaine que nous fassions pour rien d'autre qu'elle-même? Regardez vos journées. Tout s'y justifie par autre chose. On travaille pour gagner, on gagne pour vivre, on se soigne pour durer, on dort pour tenir. Chaque chose renvoie à la suivante. Et si cette chaîne ne s'arrêtait jamais, nos vies seraient un renvoi sans fin, une course sans terme, et rien n'aurait de sens. Il faut donc qu'il existe quelque part une activité qui ne renvoie à rien, que l'on fasse pour elle seule, et qui suffise. Aristote l'appelle la contemplation. Et il ajoute cette phrase, qu'on lit toujours trop vite, « Nous sommes en ascolia pour être en scolé. Nous sommes privés de loisirs afin d'avoir du loisir. » Comprenez bien ce qu'il dit là. Le travail n'est pas le sens de la vie, il est ce que l'on traverse pour atteindre le seul moment qui, lui, ne sert à rien. Nous avons gardé la première moitié de la phrase, nous avons perdu la seconde. Et voici le retournement qui pique. Nous croyons que le contraire du repos, c'est la paresse, et que notre agitation perpétuelle prouve notre vertu. Piper, suivant toute une tradition ancienne, affirme le contraire. La paresse la plus profonde, ce que les médiévaux appelaient la sédie, ce n'est pas la nonchalance de celui qui flâne, c'est l'incapacité à demeurer en repos, la fuite éperdue dans l'activité pour ne pas avoir à se rencontrer soi-même. L'homme qui ne s'arrête jamais n'est pas le plus laborieux, il est peut-être celui qui se fuit le plus désespérément. Vincent, dans son placard, un dimanche à 3 heures de l'après-midi, ne rangeait rien, il fuyait. Notre époque qui ne s'arrête plus est peut-être la plus paresseuse de toutes, au sens le plus grave du mot. La sortie alors n'est pas de planifier davantage de temps libre, ce serait encore gérer, encore organiser. Elle est de retrouver une faculté perdue, faire une chose ou ne rien faire pour elle-même, sans justification, sans retour attendu. Contempler un visage, une lumière, sans vouloir en tirer quoi que ce soit. Laisser une chose être belle, sans être utile. Se souvenir qu'on n'est pas un rouage et qu'une vie humaine vaut infiniment plus que ce qu'elle produit. Piper voyait dans cette gratuité la source même de toute culture. La philosophie, l'art, la pensée ne naissent jamais du travail, mais du loisir, de ce temps offert, gratuit, où l'esprit peut enfin regarder. Alors ce soir, devant cette soirée vide qui vous met mal à l'aise, ne la remplissez pas trop vite. Vous n'avez pas à mériter votre repos. Vous n'avez rien à en rapporter. Le jour où vous saurez de nouveau vous arrêter sans raison, regarder le monde sans vouloir en faire quelque chose, vous recommencerez, peut-être, à simplement vivre.